Dans la ville ensoleillée de Clearwater, en Floride, nichée entre les eaux scintillantes du Golfe et les banlieues tentaculaires, vivait une famille dont la vie était aussi complexe que les courants de l'océan qui balayaient leur petite ville. La famille Miller, respectée et bien connue dans la communauté, s'est retrouvée au centre d'une histoire dont personne n'aurait pu prédire l'issue. Lauren Miller, une jeune femme énergique de 24 ans à l'esprit aussi vif que le soleil de Floride, vient d'obtenir son diplôme dans une université prestigieuse. Elle est rentrée chez elle avec un diplôme de stylisme, des rêves plein la tête et un cœur déterminé à poursuivre une carrière dans l'industrie de la mode. Les yeux de Lauren pétillaient de créativité et sa passion pour la création était évidente dans tout ce qu'elle touchait. Elle vivait avec ses parents, Mark et Diane Miller, dans une modeste maison à la périphérie de la ville. Leur maison était modeste, mais accueillante et remplie d'amour, malgré les difficultés économiques constantes qui ont toujours frappé la famille. Lauren n'a jamais perdu espoir et s'est souvent réfugiée dans ses carnets de croquis, rêvant d'un avenir loin des contraintes de la vie dans une petite ville. John Miller, l'oncle de Lauren, était une figure importante non seulement dans la vie de sa famille, mais aussi dans le monde des affaires. À 46 ans, il était un magnate de l'immobilier prospère, propriétaire d'une société qui a construit de nombreuses propriétés dans toute la Floride. À première vue, la vie de John semblait enviable. Il était marié à Karen, son épouse glamour, et ils avaient 2 enfants. Mais sous la façade d'une vie luxueuse, se cachait un homme luttant contre des démons intérieurs. John était connu pour sa générosité, en particulier envers la famille de son frère aîné Mark, qu'il soutenait souvent financièrement. Cependant, son caractère autoritaire masquait parfois ses bonnes intentions, faisant de sa présence dans la vie des autres un contrôle étouffant plutôt qu'un soutien. Karen Miller, l'épouse de John, était l'exemple même de la femme au foyer de la haute société. Elle jouissait du confort de sa richesse. Ses journées étaient occupées par des événements caritatifs, des réunions sociales et le maintien d'une apparence impeccable. Cependant, son mariage avec John avait depuis longtemps perdu sa passion et son romantisme d'antan, devenant plus un mariage de convenance qu'un mariage d'amour. John et Karen ont eu 2 fils, Brandon et Ryan, qui ont tous deux suivi des études universitaires dans des États différents. Malgré le soutien financier, ils ont dû beaucoup compter sur eux-mêmes, car Karen était plus préoccupée par sa vie sociale que par les affaires familiales quotidiennes. De ce fait, la distance entre eux et leur mère n'a cessé de se creuser. Mark Miller, le frère aîné de John et le père de Lauren, contrastait avec son frère Prosper. Du haut de ses 48 ans, il travaillait dans une usine locale qui ne lui procurait ni travail ni revenus réguliers. Ses longues mains, rugueuses, et ses yeux fatigués témoignent d'une vie de labeur et de lutte pour la survie. Malgré ses difficultés, Mark était un père et un mari dévoué qui faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille. Le soutien financier de John, bien que reconnaissant, était une source d'amertume personnelle profonde pour Mark, un rappel de ses propres échecs. Diane Miller, la mère de Lauren, était la colonne vertébrale de la famille. Au cours de ses 47 ans, elle a combiné son travail d'enseignante dans une école locale avec ses tâches domestiques. Diane était une femme aimante et compatissante, profondément intéressée par le bien-être de sa famille. Elle entretenait un lien étroit avec Lauren, jouant souvent le rôle d'infirmière et de conseillère pour ses ambitions naissantes. Diana connaissait les obstacles qui pouvaient se dresser sur le chemin de Lauren et était donc particulièrement inquiète pour son avenir, sachant à quel point il pouvait être difficile de réussir dans l'industrie de la mode. Alors que la famille Miller vaque à ses occupations quotidiennes, chacun porte son propre fardeau et ses propres secrets. Pourtant, personne ne soupçonnait les eaux sombres qui bouillonnaient sous la surface
des eaux qui allaient bientôt les entraîner dans un maelstrom d'amour interdit, de trahison et en fin de compte, de tragédie. Le 7 septembre 2003, une journée ordinaire dans la ville tranquille de Clearwater a pris une tournure sombre. Une ville connue pour son atmosphère paisible s'est soudain retrouvée enveloppée d'un sombre secret. Ce matin-là, Thomas Parker, un pêcheur local, pêchait comme d'habitude dans une partie isolée de la rivière. Alors qu'il lance sa canne à pêche dans les eaux calmes, quelque chose attire son attention. Une silhouette flottant sous la surface de l'eau. De plus en plus effrayé, Parker rapproche son bateau. Au fur et à mesure qu'il s'approche, il devient évident qu'il s'agit d'un cadavre. La jeune femme, pâle et immobile, est indubitablement morte. Choqué et consterné, Parker a immédiatement contacté les autorités locales. En l'espace de quelques minutes, les berges tranquilles de la rivière ont été envahies par des policiers qui ont bouclé la zone. Il s'agit de Lauren Miller, une résidente locale de 24 ans qui venait d'obtenir son diplôme universitaire. Connue pour ses ambitions dans le secteur de la mode, Lauren était bien connue des habitants de la région. La découverte de son corps a choqué toute la ville et laissé tout le monde sous le choc et dans la tristesse. Alors que l'enquête sur la mort de Lauren Miller était en cours, la police a commencé un travail minutieux sur les lieux. La zone située le long de la rivière a été bouclée afin de préserver les preuves, et une équipe d'experts, médico-légaux et d'inspecteurs a été envoyée sur place pour enquêter. L'inspecteur Michael Reynolds, enquêteur chevronné ayant 15 ans d'expérience dans la police, a été chargé de diriger l'enquête. Connu pour son esprit analytique aiguisé et sa quête incessante de justice, Reynolds avait la réputation de résoudre des affaires complexes. Son expérience et ses connaissances font de lui un atout précieux. Pour élucider le mystère de la mort de Lauren, les spécialistes de la police scientifique ont procédé à un examen détaillé de la scène de crime. Ils ont soigneusement photographié et documenté l'endroit où le corps de Lauren a été retrouvé, en accordant une attention particulière à tout élément ou irrégularité susceptible de fournir des indices. Ils ont prélevé des échantillons de sol et d'eau sur les berges de la rivière en vue d'une analyse plus approfondie, afin de s'assurer qu'aucun indice potentiel ne leur avait échappé. Le corps a été transporté avec précaution au bureau du médecin légiste, où le premier examen médico-légal a révélé des indices troublants. Les médecins légistes ont remarqué des marques distinctives sur le cou de Lauren, indiquant une strangulation. Cette constatation indique une cause possible de décès liée à la strangulation. En plus de documenter les blessures de visibles, les médecins légistes ont prélevé des échantillons d'ADN sur le corps de Lauren. Ces échantillons comprenaient des prélèvements sur sa peau et ses vêtements, qui devaient être testés pour détecter d'éventuelles traces de l'ADN de son agresseur. L'équipe a également recueilli d'autres preuves médico-légales, telles que des fibres et des cheveux, qui pourraient fournir d'autres indices. L'inspecteur Reynolds et son équipe ont méticuleusement examiné les éléments de preuve afin de dresser un tableau complet des événements qui ont conduit à la mort de Lauren. La mort de Lauren a laissé une marque indélébile sur la communauté. Un sentiment d'anxiété et d'incertitude a assombri cette ville autrefois tranquille. Dans les mois qui ont précédé la tragédie, la famille de Lauren Miller a dû faire face à une série de revers financiers qui ont paralysé ses ressources déjà limitées. L'usine de Mark Miller a réduit ses heures de travail et le salaire de l'institutrice Diane Miller suffisait à peine à couvrir les besoins de base de la famille. Alors que les factures s'accumulent, l'avenir des Miller devient de plus en plus incertain. Ils s'inquiètent des perspectives de carrière de Lauren, qui vient d'obtenir son diplôme universitaire, et de la nature compétitive de l'industrie de la mode. Durant cette période difficile,
John Miller, le jeune frère prospère de Mark, était venu à la rescousse. John a toujours été une sorte de bienfaiteur pour la famille de son frère, l'aidant souvent financièrement lorsqu'elle l'était en difficulté. Cette fois-ci, il a offert une aide plus directe en proposant à Lauren un emploi dans sa société immobilière. Le poste, bien qu'essentiellement administratif, offrait un salaire décent et la promesse d'une évolution future. John y a vu un moyen d'aider sa nièce à acquérir de l'expérience et à progresser dans sa carrière, et Mark et Diane ont accepté ce geste avec gratitude. Pour Lauren, cette opportunité était une bouée de sauvetage. Elle pouvait contribuer au budget familial tout en poursuivant ses propres intérêts. Au début, l'arrangement semblait purement professionnel. John, qui avait 46 ans et une carrière réussie dans l'immobilier, était particulièrement intéressé par le potentiel de Lauren. Il était impressionné par sa créativité et son ambition, des traits qu'il pensait être le reflet de sa jeunesse. Lauren, quant à elle, admire la confiance et la réussite de John. Elle appréciait sa volonté d'être son mentor, de lui donner de précieux conseils et de l'initier au monde des affaires. Il venait souvent la chercher chez elle pour se rendre au travail, ce qui était l'occasion d'approfondir leur communication. Ces moments passés dans la voiture ont marqué le début d'une relation émotionnelle à laquelle aucun d'entre eux ne s'attendait. Au fil des semaines et des mois, leur relation est devenue de plus en plus compliquée. Au fil des semaines et des mois, la relation entre John et Lauren est devenue de plus en plus compliquée et déroutante, ce qui a commencé comme une collaboration professionnelle et une amitié en dépit de sa réussite professionnelle et de sa vie extérieurement prospère, le poussait à rechercher une intimité émotionnelle avec quelqu'un d'autre. Lauren, quant à elle, éprouve de plus en plus de sympathie pour son oncle, le considérant non seulement comme un homme prospère, mais aussi comme quelqu'un de vulnérable qui a besoin de soutien. Ce qui a commencé par des compliments innocents et un flirt léger s'est progressivement transformé en une relation plus profonde et plus complexe. John a commencé à accorder à Lauren plus d'attention qu'il n'aurait fallu dans le cadre de leur lien familial. Ils ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble, ce qui n'est pas passé inaperçu. Lauren admire John, non seulement en tant que mentor, mais aussi en tant qu'homme mûr et expérimenté, qui lui accorde une attention qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps. Elle appréciait ses conseils, son attention et son soutien, et s'est rapidement attachée à lui sur le plan émotionnel. John a été captivé par l'énergie, la créativité et la vitalité de la jeune femme, des traits qu'il n'avait pas ressentis auprès de Karen depuis longtemps. Cette relation, qui a débuté sous la forme d'une collaboration et d'un soutien professionnel, s'est rapidement transformée en romance. John et Lauren ont commencé à se rencontrer en secret, évitant les soupçons de leur famille et de leurs amis. Ils choisissaient des endroits peu fréquentés pour se rencontrer et communiquaient par messages privés. La nature secrète et taboue de leur relation a ajouté au frisson, ce qui a encore renforcé leur attirance mutuelle. Au fil du temps, cependant, leurs sentiments ont commencé à entraîner des complications. Lauren a commencé à se sentir coupable d'avoir trompé ses parents et sa famille. Elle s'est rendue compte que sa relation avec John ne pouvait pas avoir d'avenir, ce qui n'a fait qu'ajouter à son anxiété. Pour John, en revanche, la situation devenait de plus en plus confuse. Il tombait de plus en plus amoureux de Lauren, mais se rendait compte qu'il détruisait sa famille et mettait en péril tout ce qu'il avait. Malgré ses craintes, ils ont continué à se fréquenter. Chaque jour qui passe, la passion entre eux s'intensifie et leurs rencontres secrètes deviennent plus fréquentes. Lauren a commencé à éviter ses amis et sa famille pour cacher sa relation avec John. Elle ressentait le frisson de chaque regard subreptice et de chaque message volé. Mais au fur et à mesure que leur histoire d'amour prenait de l'ampleur, John a commencé à montrer des signes de possessivité. Il est devenu de plus en plus jaloux et dominateur.
Il n'aimait pas que Lorraine fréquente d'autres hommes, même s'il ne s'agissait que de ses collègues. Il se mettait à vérifier ses appels et ses textos, exigeant d'elle un dévouement total. John ne supportait pas l'idée que Lorraine puisse fréquenter quelqu'un d'autre. Chaque jour, la pression qu'il exerçait sur Lorraine devenait de plus en plus étouffante. Ce qui avait commencé comme une romance passionnée s'est progressivement transformé en une relation toxique et destructrice. Lorraine a commencé à réaliser que sa relation avec John ruinait sa vie et mettait en péril tout ce qu'elle voulait accomplir. Il lui était de plus en plus difficile de faire face à cette pression. Finalement, elle a pris une décision. Lorraine a décidé de mettre fin à sa relation avec John avant qu'elle ne cause plus de problèmes. Elle s'est rendue compte que si elle poursuivait leur liaison secrète, cela pourrait non seulement ruiner sa propre vie, mais aussi porter un coup sérieux à sa famille. Elle ne pouvait plus tromper ses proches et vivre dans la crainte constante d'être démasquée. Lorsque Lorraine a décidé d'annoncer sa décision à John, elle espérait qu'il la comprendrait et l'accepterait. Mais sa réaction est loin d'être celle qu'elle attendait. Au lieu de comprendre et d'accepter sa décision, elle s'est heurtée à la colère et au désespoir. John ne pouvait pas supporter l'idée que Lorraine veuille partir. Il avait l'impression de la perdre et cette idée l'a rendu fou de rage. John a commencé à menacer Lorraine. Il lui a dit que si elle mettait fin à leur relation, il la renverrait de l'entreprise et cesserait de soutenir financièrement sa famille. Il savait que Lorraine et ses parents étaient dans une situation difficile et s'en est servi comme d'un levier contre elle. Il a laissé entendre qu'il pourrait ruiner sa vie si elle ne restait pas avec lui. Lorraine s'était retrouvée piégée. Elle a compris que ses tentatives de rupture avec John pouvaient avoir de graves conséquences, non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. Acculée, elle a menacé John de révéler leur relation à sa femme, Karen, et à son père, Mark, espérant ainsi le faire reculer. Elle pensait que la menace de la révélation ferait cesser John, mais au contraire, elle n'a fait qu'attiser sa rage. Le visage de John se déforme sous l'effet de la colère. Il n'arrive pas à croire que Lorraine puisse le menacer de la sorte. Il se rend compte que ses paroles peuvent détruire tout ce qu'il a construit dans sa vie, sa réputation, sa famille et son entreprise. La colère de John a atteint un point d'ébullition et il a perdu le contrôle de ses actes. Dans un moment de rage, John s'en prend à Lorraine. Il a commencé à lui crier dessus, l'accusant de l'avoir trahi. Lorraine a tenté de le calmer, mais ses paroles n'ont fait qu'attiser sa colère. Il lui a attrapé le bras et l'a brusquement entraîné vers la voiture. Lorraine se rend compte que la situation devient incontrôlable, mais elle ne peut pas arrêter John. Il monte dans la voiture et John s'engage sur la route déserte. Lorraine, effrayée, a essayé de le convaincre de s'arrêter, mais John était aveugle de rage. Alors qu'ils approchent de la rivière, Lorraine réalise que leur dispute pourrait se terminer en tragédie. Lorsqu'ils se sont arrêtés au bord de la rivière, John a laissé éclater sa colère contre Lorraine. Il lui a crié qu'elle l'avait trahi et qu'il ne la laisserait pas gâcher sa vie. Lorraine a tenté de lui expliquer qu'elle voulait simplement mettre fin à leur relation. Mais ses paroles ont été étouffées par ses cris. Dans un accès de rage, John a pris Lorraine à la gorge. John saisit Lorraine par la gorge et ses doigts commencèrent à serrer de plus en plus fort. Lorraine sentit l'air quitter brusquement ses poumons. Elle essaya désespérément de se libérer, mais la force de John était trop grande. Il était aveuglé par la colère et ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Lorraine se débattit, essayant de se libérer, mais ses efforts devenaient de plus en plus faibles. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'elle réalisa qu'elle était en train de mourir. Sa respiration est devenue saccadée et elle ne peut plus se débattre. Au bout de quelques instants, son corps est devenu mou. Lorraine ne bougeait plus. John a relâché son cou et elle s'est effondrée sur le siège. Ce n'est qu'à ce moment-là
qu'il commença à se rendre compte de ce qu'il avait fait. Un sentiment de panique grandissait en lui. Il essaya de la ramener à la raison en la secouant par les épaules, mais il était trop tard. Lorraine ne respirait plus. John essaya de réfléchir, mais son esprit était en ébullition. Il réalisa qu'il venait de tuer sa nièce et que sa vie allait changer à jamais. La panique s'empare de lui et il commence à chercher un moyen de se débarrasser des preuves. Il devait cacher le corps et la première chose à laquelle il pensa fut la rivière qui se trouvait juste au coin de la rue. John ouvrit la portière de la voiture et traîna le corps sans vie de Lorraine à l'extérieur. Il a regardé autour de lui, s'assurant qu'il n'y avait personne, et l'a lentement traîné vers la rive. Alors qu'il s'approchait de l'eau, il descendit le corps de Lorraine dans la rivière et le regarda disparaître dans l'eau sombre. Pendant un instant, John était resté figé sur place, n'arrivant pas à croire que tout cela était vraiment en train de se produire. Mais le temps presse. Il est retourné à la voiture, a pris le volant et s'est éloigné, en essayant de ne pas attirer l'attention. Son esprit était embrouillé par la peur et le désespoir. Il devait maintenant se débarrasser de toute preuve pouvant le relier au crime. John est arrivé à la station-service où il a soigneusement nettoyé l'intérieur de la voiture, éliminant toute trace de Lorraine. Il a jeté tout ce qui pouvait le compromettre, les vêtements qu'elle portait et tous les objets qui pouvaient le relier à elle. Il est ensuite rentré chez lui et a fait comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, John a continué à jouer le rôle du parent inquiet. Il a appelé Mark et Diane pour savoir si Lorraine était de rentrer chez elle. Et, après avoir reçu une réponse négative, il a exprimé sa profonde inquiétude. Il a proposé son aide pour la retrouver, prétendant ne rien savoir. Il a même participé aux recherches organisées, tout en espérant que son plan pour cacher le corps fonctionnerait et que personne ne découvrirait la vérité. Mais l'inspecteur Michael Reynolds, chargé d'enquêter sur la disparition de Lorraine, a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Le comportement de John lui semble suspect. Une participation trop active aux recherches, le désir d'être au centre des événements, tout cela suscite des doutes chez l'inspecteur. Il commence à s'intéresser de plus près à John et à vérifier son alibi. Lorsque l'inspecteur a commencé à examiner les relevés téléphoniques de Lorraine et de John, il a pu retrouver une partie de leur correspondance. Ce qu'il découvre ne fait qu'accroître ses soupçons. Les messages échangés entre Lorraine et John indiquaient qu'ils entretenaient une relation secrète et que Lorraine avait récemment tenté d'y mettre fin. Cela a conduit Reynolds à penser que John pourrait être à l'origine de la disparition de Lorraine. La suite de l'enquête n'a fait que confirmer ses soupçons. Les relevés téléphoniques montrent donc que le jour de la disparition de Lorraine, elle voyait John. Des images de vidéosurveillance ont montré la voiture de ce dernier venant la chercher à son travail. Ces éléments contredisent donc la déclaration de John à la police. L'inspecteur Reynolds a également enquêté sur la zone le long de la rivière, où le corps de Lorraine a été retrouvé. Des traces laissées par la voiture de John y ont été trouvées, le reliant définitivement à la scène de crime. La police scientifique a également trouvé des traces de fibres provenant de l'intérieur de la voiture de John sur les vêtements de Lorraine. Tout cela donne l'impression d'un meurtre prémédité. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, John s'est rendu compte qu'il risquait d'être démasqué. Il ne pouvait plus nier sa culpabilité. Pressé par des preuves accablantes, il a été arrêté et inculpé du meurtre de Lorraine. Lors de l'enquête, John a tenté de se justifier, affirmant qu'il s'agissait d'une mort accidentelle à la suite d'une dispute. Mais son témoignage n'est pas convaincant. Le procès a suscité un vif intérêt de la part du public. John Miller, connu auparavant comme un homme d'affaires prospère et respecté, s'est retrouvé au centre d'une affaire criminelle très médiatisée.
Les détails de sa liaison secrète avec sa nièce et du meurtre qui s'en est suivi ont choqué le public. Lorsque le procès a commencé, Lauren Miller ne pouvait plus se défendre. John devient le personnage central de l'affaire, et ses avocats tentent de présenter son acte comme le résultat d'une dépression émotionnelle. Cependant, l'enquête et les procureurs ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité, motivé par le désespoir et la peur d'être démasqué. Les témoignages des amis de Lauren et de John, ainsi que les preuves numériques trouvées sur leur téléphone, ont clairement montré que leur relation était loin d'être simplement amicale et que John était obsédé par elle. Mark Miller, le père de Lauren, a assisté à toutes les audiences du tribunal, observant silencieusement la procédure. Pour lui, le procès était plus qu'une simple formalité. Il n'arrive pas à croire que son frère, l'homme qu'il a connu toute sa vie, ait pu commettre une telle trahison. Chaque fois que Jean apparaît dans la salle d'audience, Mark sent monter sa colère et sa souffrance. Au fur et à mesure que le procès se poursuit, la tension monte en Mark. Il sent que le système judiciaire ne peut pas lui donner entière satisfaction. Oui, John pouvait être condamné pour meurtre, mais sa fille ne lui reviendrait pas pour autant. Le jour de la sentence, lorsque John a été amené dans la salle d'audience, Mark n'a finalement pas pu s'en empêcher. Il se lève de son siège et, avant que quiconque ne puisse l'en empêcher, se précipite vers son frère. Il tient dans ses mains un objet pointu en plastique qu'il transporte dans la salle d'audience. Avec une force mue par la colère et le chagrin, il l'a planté dans le cou de John. Un cri retentit dans la salle et les gardes se précipitent sur Mark, mais il est trop tard. John s'est effondré sur le sol, se vidant de son sang. John meurt sur place de ses blessures. Mark est immédiatement arrêté, mais son visage ne montre aucun remords. Il pensait avoir rendu justice à sa fille. C'était la seule façon pour lui de se remettre de la perte de sa fille. L'incident a provoqué une onde de choc chez tous ceux qui ont suivi le procès. Certains ont vu en Mark une victime des circonstances, poussée à la violence par le désespoir. D'autres ont condamné son acte comme un lynchage violant le processus de justice. En fin de compte, il s'agit d'un élément de la tragédie qui a détruit deux familles à la fois. L'histoire de Lauren et John Miller restera à jamais dans les mémoires comme un exemple de la façon dont les désirs interdits et les émotions incontrôlées peuvent avoir des conséquences irréversibles. Pour toute la ville de Clearwater, c'est une leçon qui montre qu'une mauvaise décision peut avoir des conséquences désastreuses. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un commentaire. Nous attendons vos commentaires et continuerons à vous raconter d'autres histoires dans les prochains épisodes. À bientôt. Bye.